D'accord. Ben, bonjour tout le monde. Bon matin. Ça me fait plaisir d'être ici. Je dois vous avouer que j'ai un. Attendez, je vais partir mon Microsoft PowerPoint. C'est une présentation que normalement je fais comme en 3 heures. Là, on va condenser ça en 45 minutes. J'espère que ce ne sera pas trop dense. Pour le bon fonctionnement du webinaire, d'emblée, j'aimerais ça que, ben, on peut laisser les micros fermés. Sauf si vous avez des questions, mais j'apprécierais quand même qu'il y ait comme 2, 3 personnes qui ouvrent leur caméra pour que j'ai moins l'impression de parler dans le vide, que j'ai l'impression d'avoir une interaction. Peut-être Andréane aussi, si tu peux ouvrir ta caméra. Ben, dépendamment de l'état de votre maison, il n'y a pas de jugement. Aussi, j'ai préparé durant la présentation puis vous allez voir apparaître des fois des points d'interrogation. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation d'écrire vos questions dans le chat s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Puis quand il y aura le point d'interrogation qui va apparaître, bien, Andréane, parce que moi, je ne les vois pas quand je partage mon écran, là, les questions qui apparaissent. Puis quand on arrivera au moment du point d'interrogation, bien, Andréane, elle pourra me lire les questions, puis, ou Debbie, comme ça, on pourra avoir ce moment-là d'interaction. Puis ceux qui veulent ouvrir leur micro puis poser des questions à ce moment-là sont les bienvenus. Alors là, je vois Andréane. S'il y a une ou deux autres personnes qui pourraient ouvrir, là, c'est moins comme intimidant que de parler à des noms. Puis, je vais commencer tout de suite parce qu'on est assez dense. Aujourd'hui, l'objectif de la formation, mes présentations sont mes diapositives sont en anglais là, pour ceux qui sont anglophones, pour faciliter votre compréhension. Bien, d'abord, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes comme des étudiants, comme peut-être en environnement, ou des étudiants qui sont appelés à aller dans le Nord. L'objectif, c'est vraiment d'acquérir en amont des connaissances historiques sur nos relations avec les peuples autochtones au Canada, dans l'objectif de finalement répondre aux premiers pas vers la réconciliation qui, bien, suite à la commission de Vérité et Réconciliation, le sénateur Murray Sinclair, là, qui est un autochtone lui-même, avait dit, bien, le premier pas, c'est de reconnaître les erreurs du passé, mais pour les reconnaître, il faut les connaître. Puis, surprenamment, bien, on a quand même passablement de méconnaissance sur les faits de nos relations avec les peuples autochtones. Puis je pense que comme étudiants qui allons dans le Nord, c'est important, ou chercheurs, d'avoir des connaissances de base pour mieux comprendre, puis peut-être changer comme notre perspective face à certaines problématiques qu'on peut observer, ou du moins avoir des lunettes un peu différentes par rapport aux choses qu'on observe en ayant les connaissances sur ce qui a mené à ces relations-là ou certaines problématiques. Alors, je vais commencer d'abord la présentation, puis c'est ça, je n'ai pas mentionné, Andréane, dans mon petit topo technique, c'est que je vous ai envoyé dans le chat, on va vous partager un lien vers un document Google Drive que vous pouvez modifier. Alors, je vous invite à l'ouvrir maintenant. Puis, c'est comme un moyen pour moi d'interagir un peu avec vous. Fait que parfois, je vais vous comme mentionner des questions, puis il y a des questions auxquelles je voudrais qu'on réponde au fur et à mesure que je vais faire la présentation. Alors là, je vois que vous êtes tous en train d'accéder au document. Ceux qui ont déjà accès au document, si vous pouvez remplir la question 1A et la question 1B, qui est c'est quoi votre niveau, comme juger votre niveau de compétence là, en lien avec l'histoire de nos relations avec les peuples autochtones au Canada. Puis la question 1B, puis sans jugement, si vous pouviez énumérer, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier à la maison, ceux qui ne se sentent pas à l'aise, vous pouvez énumérer des mythes ou des préjugés dont vous avez entendu parler. Ce n'est pas nécessairement des préjugés que vous avez en lien avec les peuples autochtones, tout en ayant en tête l'impression que ces préjugés-là ont peut-être un impact là, sur la manière dont on interagit avec les gens ou les communautés. Alors, je vous invite à prendre 1 minute ou 2 à répondre à ces questions-là. Faites-nous signe avec votre micro si vous avez de la difficulté à accéder le document, mais là, je vois qu'il y a à peu près 33 personnes déjà qui ont accès. Fait que vous pouvez aller dans le document puis mettre une petite croix là, sur votre niveau de compétence, là, vous classer selon les catégories, puis énumérer des mythes et des préjugés. Oui, OK, je vois que ça fonctionne, je pense. J'ai des grizzlies anonymes puis des koalas anonymes qui apparaissent. OK, parfait. Je m'excuse pour ce petit bug technique. Donc, si vous pouvez énumérer différents mythes, je vous laisse 1 minute parce que je sais que le temps passe vite. Puis on va revenir là-dessus, les mythes. En fait, le but aujourd'hui, c'est que j'espère vous donner assez de connaissances pour être capable comme
de changer un peu votre perspective par rapport à ces préjugés-là et ces mythes-là. Alors, au fur et à mesure que vous écrivez, vu qu'on est comme un temps restreint, je vais comme continuer. Je vais me présenter brièvement. Là. Mon nom, c'est Catherine Gagnon. J'ai une formation, avant de faire mes études en biologie, j'ai une formation en études autochtones, un certificat de l'Université de Montréal. Puis après, j'ai fait un baccalauréat à McGill en biologie, en wildlife biology. Après, j'ai fait une maîtrise à l'Université du Québec à Rimouski. Puis mon sujet de thèse, c'était vraiment l'inclusion des connaissances autochtones sur les oies et les renards là, pour la gestion du parc national de Sierre-Mérique. Éventuellement, j'ai fait un doctorat avec les communautés Gwich'in et Inuvialuit du Nord-Ouest là, qui m'ont amené aussi à combiner les connaissances autochtones et scientifiques là, sur le caribou. Alors, c'est fort de cette expérience-là que j'ai développé un peu cette formation. Puis j'espère que ça va pouvoir vous être utile. Alors, déjà là, je vous amène à poser la question 2, parce que là, on va parler de peuples autochtones aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît bien les nations autochtones du Québec? Hein? On parle de l'Institut national du Québec. Quelles sont les nations au Québec? Est-ce que vous êtes capable de me les énumérer en question 2? Puisque c'est de ces personnes-là ou de ces groupes de personnes-là qu'on va parler, ce serait bien quand même de les nommer. Ça, vous êtes quand même bon, là, les Naskapi, Micmac. Effectivement, il y a 11, on les a presque toutes dans les choses. Il y a 11 nations autochtones au Québec, officiellement. Alors, les Abénakis, Sud, ce qu'on appelle les Algonquins, qui préfèrent se faire appeler les Anishinaabe, les Atikamekw, les Cris, les Inuits, les Malécites, les Mi'kmaq, les Naskapi, et les 2 nations iroquoiennes, les Mohawks et les Hurons-Wendat, ainsi que les Inuits. Alors, pour l'Institut national du Québec, là, on peut se dire que les nations qui nous concernent là, vraiment dans le Nord sont plutôt les Inuits, les Cris, les Naskapi et les Inuits. Alors, si on fait un topo comme général des nations qu'on voit dans le Nord, puis ça, c'est à travers le Canada, là, au fil du temps, se sont vraiment développés des cultures, puis là, je ne veux pas comme être trop généraliste, là, mais adaptées vraiment à leur environnement. Donc, quand on parle des nations du subarctique au Québec, comme les Cris, les Inuits, les Naskapi, dans l'Ouest, les Gwich'in, les Dene, c'était vraiment des cultures qui étaient quand même variées, mais toutes basées sur un mode de vie de chasseurs-cueilleurs qui circulaient en groupe indépendant sur le territoire et qui avaient vraiment un style de vie nomade. Donc, ils ont développé des habitations faciles à démonter puis monter. Donc, typiquement, les tipis qu'on peut voir, puis tous ces groupes-là de nations à travers le nord subarctique ont tous développé l'utilisation de la raquette et du canot pour les déplacements. Alors, pour faire un topo vraiment rapide, là, les Inuits de l'Arctique, c'est un autre, je trouve, ils appartiennent d'ailleurs à une autre famille linguistique, à un autre groupe humain. Puis il y a plusieurs d'entre vous qui allaient interagir avec eux. Là, je vous invite à vous renseigner sur leur culture, mais une culture fascinante. Les Inuits qu'on connaît maintenant là, sont les descendants des Thulés. Les Thulés, qui est comme la dernière masse de migration qui est arrivée du détroit de Bering, puis qui a remplacé la culture dorsetienne qui était dans le nord à l'époque, qui se caractérise vraiment par des gens qui sont d'une culture marine, des chasseurs de mammifères marins. Puis on appelle les Inuits dans le nord du Québec, là, la terre de Baffin, tout ça, mais l'équivalent s'appelle les Inuvialuit dans le nord-ouest canadien. Puis des gens qui dépendaient vraiment, là, entre autres, du phoque là, pour produire leur chaleur, pour produire leurs vêtements, pour la nourriture. Donc, un peuple vraiment fascinant que vous allez côtoyer, puis que je vous invite à vous renseigner. Musée canadien des civilisations, des super belles informations à propos de ce peuple-là. Alors, mais comment on appelle tous ces groupes-là? Là, j'ai parlé de nations autochtones, puis avant de pouvoir comme vraiment, il faut déterminer c'est quoi les termes qu'on utilise pour définir comme c'est une Première Nation, les Inuits, les Métis. Alors, j'aimerais que vous écriviez dans la question 3 comme une série de terminologies en lien avec les peuples autochtones, puis on va clarifier un peu les termes, là, juste pour de base, là, quand on parle de peuples autochtones, c'est quoi les bons termes à employer? Je vais juste vous les clarifier au début. Je pense que ça, c'est déjà un bon pas d'utiliser la bonne terminologie. Alors, effectivement, là, je vois les termes apparaître. On a Première Nation, Autochtone, Premier Peuple, Peuples autochtones, Nations autochtones, Première Nation Inuit, les Métis, les Inuits. Alors, juste pour clarifier un peu, je pense, j'ai mis la terminologie en anglais puis en français. Là, traditionnellement, puis c'est un terme que vous allez voir plus tard,
était utilisé pour désigner ce qu'on appelle les Premières Nations. C'est un terme qui, maintenant, dans le langage commun, est considéré très péjoratif, à ne pas utiliser, mais il faut savoir que c'est un terme qui, légalement, prévaut encore, puis on expliquera plus tard pourquoi, parce qu'il y a certaines lois qui déterminent les Premières Nations comme étant des Indiens, puis c'est encore le terme utilisé. En anglais, on utilise, après avoir utilisé le terme indien, les Premières Nations n'étaient pas contents, se sont attitrés le terme Première Nation pour se désigner. Première Nation qui signifie tous les peuples qui sont au Canada depuis très longtemps, sauf les Inuits et les Métis. Donc, les Inuits sont les peuples, comme je dis, qui sont descendants de la grande famille linguistique Esquimaux-Aleut, très spécifique à ça. Mais quand on veut inclure les Inuits, les Métis, un terme qui est un peu ambivalent, qui veut dire soit qu'on est métissé, qu'on appartient à une descendance européenne et autochtone, mais dans un cas très précis qui désigne la culture métisse qu'on rencontre en Saskatchewan, au Manitoba, qui est une culture particulière qui est développée au fil du temps suite à un métissage entre justement des Autochtones et des Européens, puis qui ont vraiment donné lieu à une culture particulière qui se définit comme la nation métisse. Alors, quand on va englober les Inuits, les Métis et les Premières Nations ensemble, on a utilisé dans la Constitution le terme « Aboriginal » en anglais, « autochtone » en français. Et éventuellement, ce terme-là a évolué dans les dernières années plutôt vers Indigenous People, ou les peuples autochtones en français, qui est une terminologie qui est tout le monde transite vers ça. Pourquoi? Parce qu'à l'ONU, parce que dans les grandes institutions internationales, c'est le terme qu'on a utilisé. Donc, si on avait à désigner tous ces peuples-là, on utiliserait en français le peuples autochtones ou autochtones. Je pense que c'est ça les terminologies les plus appropriées. Amérindiens, bon, c'est une terminologie qui est désuète, qu'on est mieux de mettre de côté. Et puis, natives aussi en anglais, c'est comme un peu l'équivalent, là. Un terme qui peut être considéré péjoratif. Alors, ces gens-là qu'on côtoie dans certaines sphères de notre vie, de notre recherche, étaient comme là depuis longtemps sur notre territoire, hein, dans la période pré-contact. Puis après, il y a eu toute la période où, comme après l'arrivée de Christophe Colomb, comme on était vraiment dans la période qu'on est considéré comme des alliés militaires et commerciaux. Alors, pour faire une histoire vraiment vite, là, c'est qu'on détermine que ça fait peut-être 30 000 ans que les peuples autochtones sont arrivés par le détroit de Bering, là, des dernières dates là, identifiées à Bluefish Cave dans le nord du Yukon, là, sont à peu près 25 000 ans. Selon les scientifiques, selon les autochtones, on serait plutôt émergé du territoire ou émergé du corbeau. On aurait comme une cosmologie vraiment différente de notre arrivée sur notre territoire, mais qui remonte à des temps immémoriaux. Alors, des peuples qui étaient là depuis super longtemps, environ 500 000 personnes au Canada à l'arrivée, comme quand les Amériques, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Puis il y a eu un déclin drastique suite aux épidémies qui sont arrivées avec les Européens dans les décennies qui ont suivi. Puis jusqu'à peu près 1812, là, c'est ça. C'était considéré nos relations avec les peuples autochtones, c'est vraiment des alliés militaires, des alliés commerciaux. Pourquoi? Parce que les Européens étaient en minorité sur un territoire hostile, donc il y avait besoin d'aide pour vivre sur le territoire. Puis il y avait beaucoup de conflits entre les colonies. Donc c'était bien avantageux d'avoir des alliés qui connaissaient bien le territoire, qui étaient des bons guerriers. Pourquoi je dis jusqu'en 1812? C'est que en 1812 a été la dernière grande guerre entre les colonies, une guerre entre les colonies américaines, tu sais, qui avaient eu leur indépendance, et puis la couronne britannique qui avait comme le parti du Canada. Il y a eu des guerres de frontières auxquelles les Autochtones se sont ralliés. Pourquoi? Et ça, c'est quand même important dans l'histoire. C'est-à-dire que quand les Britanniques ont gagné sur les plaines d'Abraham, ce cher roi George avait établi, si vous regardez sur la carte, qu'à l'ouest des colonies américaines et dans un certain territoire à l'ouest des Appalaches, dans la proclamation royale, on dit que c'était un territoire dédié aux Autochtones, qu'on est mieux, pour notre sécurité, de laisser des territoires qui sont légalement des territoires amérindiens pour la subsistance. Alors, c'était reconnu dans la loi. Et puis, quand il y a eu la guerre entre les 13 colonies et les Britanniques, bien là, les Autochtones voyaient bien que les 13 colonies américaines commençaient à empiéter sur ce territoire-là. Donc, espéraient, en s'alliant aux Britanniques, de gagner une sécurité pour la protection de leur territoire. Alors, la dernière grande guerre, on a été des alliés. Après ça, là, je fais vraiment un cours d'histoire rapide, là, mais c'est important de comprendre ça. Après, on est tombé dans l'ère de relations changeantes qui ont affecté notre relation jusqu'à maintenant. Pourquoi les relations changeantes? On a eu notre dernière grande guerre, il y a eu une accalmie des tensions politiques.
En pays européens, une surpopulation, beaucoup de pauvreté. Il y a eu beaucoup d'Européens qui ont immigré, c'était calme en Amérique. Alors, on avait maintenant besoin de ce fameux territoire pour nos colons. À la même époque, la chère reine Victoria qui est arrivée au pouvoir est arrivée aussi avec elle une certaine moralité, un certain désir de civiliser les gens, de les rendre plus religieux. Alors, dès cette époque-là, on a commencé à dire, bon, mais finalement, on a eu des alliés, on n'a plus vraiment besoin de ces alliés commerciaux-là, la traite de la fourrure est un peu moins importante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces sauvages-là? Alors, dès 1857, la reine Victoria avait comme émis une loi qui s'appelait l'Acte pour encourager la civilisation des tribus indiennes. Alors, c'est suite à ça qu'on a commencé la fameuse époque, un changement de relation, on a besoin de territoire. Et on avait dit qu'il y avait des Indiens qui avaient des droits sur ces territoires-là. La proclamation royale leur a donné des droits. Alors, il faudrait bien déterminer qui est un Indien, qui n'est pas un Indien, donc qui a des droits, qui n'a pas des droits, puis éventuellement assimiler tous ces gens-là qui ont des droits sur le territoire pour pouvoir mieux obtenir nous autres mêmes là, la possibilité de mettre des colons sur ces territoires-là. Donc, on est rentré dans la grande phase de ce que j'appelle les lois et l'assimilation. Puis c'est ça aujourd'hui dont je vais vous parler parce que cette grande phase-là, on peut voir qu'elle a duré de 1867 à 1950, là, vraiment presque 100 ans de néant, de 100 ans où il y a eu des bouleversements socio-culturels qui ont des répercussions à ce jour. Et pourquoi? Là, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en 1867, le Canada a été créé. Comme on peut voir encore, le Canada, c'est ce qui est en rose à l'époque. Toutes les terres à l'ouest sont encore des terres qui appartiennent soit à la couronne britannique ou soit à la Compagnie de la baie d'Hudson et sur lesquelles il y a énormément d'Autochtones. On veut envoyer des colons. On commence à se dire que là, le statut d'Indien qui donne des droits sur les terres, il faudrait que ce soit un statut transitoire. Qu'on dise à une personne, oui, tu as des droits, tu as un statut d'Indien, mais éventuellement, là, tu seras assimilé, tu vas perdre ce statut-là. Et comment on a fait ça? Ben, c'est que John M. Macdonald, notre premier ministre à l'époque, il a décidé de mettre en place le fameux loi sur les Indiens de 1876, dont le grand but, puis je pense que ça vaut le coup de le lire ici, là, c'était finalement, je vous mets la citation, là, je vous laisse en prendre compte. J'aime pas trop mettre des grandes citations sur les présentations PowerPoint, mais c'est important ici, c'est de vraiment là, do away, comme de vraiment ultimement là, anéantir le système tribal, puis assimiler tous les Indiens aux autres personnes pour qu'il n'y ait plus de personnes qui aient des droits particuliers d'Indiens sur le territoire. As speedily as they are fit to change, le plus rapidement possible, qu'ils sont capables de l'encaisser. Alors, comment cette loi-là sur les Indiens qu'est-ce qu'elle impliquait, cette loi-là sur les Indiens? En fait, son but, c'était vraiment clair, c'était l'assimilation. Et puis, pour assimiler, il faut déterminer d'abord qui est un Indien. Alors comment ça s'est passé selon des témoignages dont j'ai été comme témoin de témoignages, c'est que la loi sur les Indiens mettait en place un système d'agents des Indiens qui allaient sur les territoires autochtones. Puis ce jour-là, qui disait, ben voici, maintenant on crée une réserve, ce sera maintenant votre territoire. Et puis, on prend les noms, on prend la liste des noms de qui est sur ce territoire aujourd'hui. Donc, d'emblée, déjà, il y avait des gens qui étaient partis à la chasse, qui étaient partis sur le territoire de cueillette, qui n'étaient pas là ce jour-là, donc qui n'étaient pas sur la liste, donc ils n'étaient considérés pas comme un Indien. Je pense qu'il y a à peu près 10 à 12 % déjà là de personnes qui ont perdu leur statut et leurs droits sur le territoire parce qu'ils n'étaient pas sur la liste. Alors, la loi sur les Indiens, dans sa description, crée les réserves, qui sont des territoires réservés à l'usage de celui qui a un statut. Et puis, ces réserves-là, par contre, n'appartiennent pas aux Autochtones. Elles appartiennent à la couronne, donc les Autochtones n'ont pas le fond de terre. Éventuellement aussi, l'agent sur les Indiens a mis en place dans la loi que les Indiens qui voulaient sortir de leur réserve, qui avaient un statut, devaient maintenant demander une permission pour pouvoir sortir de la réserve.
Avec la loi sur les Indiens, on a maintenant imposé aussi les conseils, tout ce qui s'appelle les conseils de bande. C'est-à-dire qu'anciennement, il y avait des systèmes tribaux de gestion des gouvernements, des chefs héréditaires dont on a entendu parler avec les Wet'suwet'en récemment. Dans l'acte sur les Indiens, on disait, bien, maintenant, vous allez avoir un conseil de bande. Ce conseil-là va être redevable à la couronne. C'est lui qui va assurer la relation. Puis, entre autres, le conseil de bande, à chaque année, doit garder sa liste d'Indiens inscrits. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, on a une liste d'Indiens inscrits. Éventuellement, les gens ont accepté, dans plusieurs nations, accepté de signer des traités. Ça, c'est encore obscur et controversé, là, pourquoi les gens, ou l'entente de ces traités-là. Mais une des grandes des mouvements que les chefs des Premières Nations ont accepté certains compromis, c'est qu'ils voyaient, bon, entre autres, que leur peuple commençait à mourir de famine, entre autres à cause du déclin du bison. Je parle en Saskatchewan puis dans les prairies. Alors, il y a certains grands chefs qui ont accepté en se disant, bien, en échange, là, vous allez nous donner la possibilité de devenir des agriculteurs. Mais il y a certaines nations qui sont devenues tellement bonnes agriculteurs sur le territoire que là, ils commençaient à compétitionner, à vendre leurs produits de la ferme avec les colons européens. Donc, en 1880, finalement, on a décidé qu'ils étaient trop bons, puis qu'on allait modifier la loi sur les Indiens pour que maintenant, l'agent qui est en charge des Indiens sur la réserve doit émettre un permis pour vendre des biens aux Autochtones, pour que les Autochtones puissent vendre des biens de production agricole à des non-Autochtones. Certains d'entre vous le savent aussi, la loi sur les Indiens jouait sur le statut des femmes, c'est-à-dire qu'une femme autochtone d'emblée qui mariait un blanc perdait son statut. Qu'est-ce que ça implique de perdre son statut? Ça veut dire que, selon la loi, on est émancipé. Avec statut, on est considéré comme un mineur au sein de la loi. On est un Indien avec statut, on est considéré un mineur, on ne peut pas emprunter, on ne peut pas faire de testament. Alors, éventuellement, le gouvernement voulait que les gens s'émancipent. Si une femme est mariée à un blanc, elle devient émancipée. Elle n'était plus autochtone, elle n'avait plus le droit d'aller sur la réserve. Seuls les Indiens inscrits pouvaient vivre sur la réserve. Et puis, ben, maintenant, elle était considérée comme civilisée. Elle avait le droit, les mêmes droits que les autres Européens. Qu'est-ce que la loi sur les Indiens empêche? Dans la loi, jusqu'en 1950, empêcher pour un Autochtone de ramasser de l'argent pour négocier. Elle empêchait aussi un Autochtone de voter. C'était comme si on est un Indien avec statut, on ne peut pas voter. À partir de 1884, on voyait que les gens essayaient de s'organiser, de revendiquer des choses. Donc, on a banni toute pratique culturelle et religieuse. On voyait que les gens ne s'émancipaient pas assez vite. Ce statut transitoire d'Indien, les gens ne s'émancipaient pas assez vite. Donc, on a restreint encore plus. On a éventuellement aussi empêché les gens d'engager des avocats. C'était interdit, selon la loi, d'engager un avocat pour faire des revendications. Interdit de parler sa langue autochtone. Alors, le but, en fait, c'était vraiment de rendre la vie si difficile qu'on avait envie de s'émanciper et de ne plus être un Autochtone. C'était le but ultime pour le gouvernement, que ce statut-là soit transitoire et que tout le monde s'émancipe. Éventuellement aussi, on a considéré que les gens n'avaient pas le désir. On a remarqué que les Autochtones, d'emblée, ne s'émancipaient pas. Ils voulaient rester autochtones. Donc, pour rendre les choses un petit peu plus difficiles encore, il y a eu un amendement à la loi en 1920 qui disait que si tu graduais d'université ou si tu devenais un docteur ou un avocat, tu perdais automatiquement ton statut. Puis que, éventuellement, ça encore ne fonctionnant pas, en 1933, ils ont changé encore la loi pour dire, bien, nous, maintenant, on appelle le compulsory enfranchisement, c'est-à-dire que l'agent sur les Indiens pouvait décider, ce matin, on considère que tu es assez européen, maintenant, je t'enlève ton statut, tu es émancipé, de manière un peu compulsive, là, aléatoire. Et puis, le dernier aspect peut-être un peu sombre de la loi sur les Indiens, c'est qu'en 1920, la loi a rendu, ça a été inscrit dans la loi que maintenant, c'était obligatoire pour tous les enfants de 7 ans à 15 ans d'aller dans des pensionnats autochtones. C'était inscrit dans la loi, c'était maintenant obligatoire. Et l'homme derrière ce fameux design des écoles industrielles. Là, je dis design, en fait, les pensionnats autochtones existaient depuis 1831. Il y avait certaines écoles qu'on appelait les écoles industrielles qui étaient faites pour civiliser les Autochtones, mais qui n'étaient pas obligatoires, qui étaient éparpillées sur les territoires. Mais en 1920, Duncan Campbell Scott a conclu que leur objectif d'assimiler n'était pas assez rapide. Alors, il a mis en place cette obligation pour l'Autochtone d'aller de 7 à 15 ans, d'aller dans des pensionnats, des écoles résidentielles.
Alors, son objectif, ici, on peut le voir, était vraiment clair dans une citation qui est assez fameuse. C'est comme de continuer à assimiler jusqu'à temps que les Autochtones soient vraiment anéantis, qu'il n'y ait même plus de questions autochtones, puis qu'il n'y ait même plus de département autochtone, que ça n'existe plus, l'Autochtone. Alors, je peux peut-être arrêter pour des questions. Je n'ai pas mis mon question mark, mais est-ce qu'il y a des questions ici? À ce moment, il n'y a personne qui a levé la main ou posé une question dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Catherine? Non? OK. Parfait. Alors, à peu près, là, je vois que le temps file, c'est incroyable, mais c'est une histoire fascinante. Mais cette histoire de la loi sur les Indiens, c'est le focus aujourd'hui. Puis je vais vous parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a légué énormément de séquelles. Environ 130 pensionnats autochtones qui ont été en cours là, depuis 1860. Puis pourquoi c'est si important? Parce que aussi, j'ai eu un choc il y a quelques jours. J'ai regardé les statistiques. Puis en 2016, au Québec, là, il y avait à peu près 45 des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de cette question-là. Et c'est cette question-là des écoles résidentielles et de la loi sur les Indiens qui est à la source d'un traumatisme intergénérationnel. C'était vraiment la loi sur les Indiens, en fait, était faite pour que ce soit invivable d'être un autochtone. Donc, obliger l'assimilation, mais même si on n'était plus autochtone, c'était très difficile dans la société européenne de l'époque de juste être une personne autochtone et de vivre. Donc, il y a un legs vraiment de traumatisme qui est suite à cette loi-là et entre autres suite à l'expérience des écoles résidentielles qui subsistent à ce jour, dont il faut être conscient. Environ 150 000 enfants qui ont été dans ces écoles-là. Même en 1914, déjà, on rapportait que dans les pensionnats existants, avant que ce soit obligatoire, il y avait déjà des très hauts taux de mortalité des enfants parce qu'ils étaient sous-nourris, parce que les maisons étaient mal chauffées, parce que l'air était... C'était pas des bâtiments qui étaient construits pour recevoir autant d'enfants. Les enfants faisaient des dépressions aussi. Donc, vraiment, on parle de traumatisme intergénérationnel. Ça, c'est sans mentionner que ces écoles résidentielles au Québec et ailleurs étaient comme administrées par l'Église. Et puis, il y a certaines communautés, entre autres les Oblas, qui ont, à certains moments, des personnes qui ont eu des très mauvaises réputations en termes d'abus sexuels. Donc, il y a vraiment des abus qui ont eu cours dans plusieurs de ces écoles-là. Pas partout, mais et malheureusement, des abus qui ont été cachés par l'Église et qui se sont perpétrés. Je parle à Inuvik. Moi, j'ai travaillé beaucoup à Inuvik et Grolier Hall a reçu beaucoup de frères catholiques qui avaient déjà été accusés dans d'autres provinces et puis l'Église les a juste transférés dans une autre école pour éteindre l'histoire. Donc, il y a des abus qui ont été perpétrés pendant des décennies alors que l'Église était au courant. Donc, si vous voulez savoir plus, je vous invite vraiment, Vérité et réconciliation, c'était le sujet de cette commission-là. Ce sujet qui est à la source de tellement de traumatismes et de tellement de problématiques sociales qu'on peut observer dans certaines communautés qu'il faut se renseigner. Il faut savoir que les enfants, on les appelle même les survivors, les survivants de ces pensionnats-là, parce que vraiment, c'était une épreuve de passer à travers ça. Alors, c'est ça, l'Indian Act, avec la mise en place des écoles résidentielles, c'est vraiment comme une entreprise de violation des droits humains qui a permis des traumatismes importants, des bouleversements sociaux pour des générations. Alors, ça peut vous arriver dans votre travail de rentrer dans une communauté et je vous pose la question, et de rencontrer des gens qui ont été dans ces écoles-là. Donc, il faut vraiment être au courant de cette histoire-là. C'est important en termes de réconciliation. Et là, je vous pose la question, est-ce que vous savez dans votre document dans quelle année la dernière école a fermé? Et puis, quand la loi sur les Indiens a été annulée? C'est la question 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se risque? Catherine, il y a aussi un commentaire ici. Marianne veut savoir la référence pour la statistique en 2005 sur le manque de connaissances. Est-ce que tu peux le fournir? Oui, c'est dans le fond, si on va sur le site de la commission Vérité et Réconciliation, je vous ai envoyé les liens dans les ressources additionnelles. On peut aller sur le site de Vérité et Réconciliation. Et puis, ils ont fait justement une série un sondage auprès de la population canadienne sur différentes connaissances, puis on a accès à ces sondages-là. Puis, entre autres, il y a une des questions qui est « Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pensionnats autochtones? »
Et puis là, il y a par province, c'est divisé. Puis c'est vraiment surprenant. Là. Il y a peut-être encore 30% des Canadiens qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire-là. C'est assez frappant quand même. Alors oui, effectivement, vous êtes quand même bon dans vos réponses. 1996, la dernière école en Saskatchewan qui a fermé ses portes. Ça veut dire, moi, j'ai fini mon secondaire en 95. Je ne suis pas si vieille que ça. Ça veut dire que durant mon secondaire, il y avait encore des gens dans les pensionnats. Puis effectivement, la loi sur les Indiens, elle est toujours valide. C'est la loi qui a été la plus modifiée au Canada, mais elle est toujours en cours et on l'appelle toujours les Indiens des Indiens dans cette loi-là. Alors, les Inuits dans tout ça, parce que la loi sur les Indiens désigne les Indiens au Québec, ça veut dire que dans le Nord, là, quand on travaille, c'est une loi qui s'appliquait aux Cris, aux Inuits, aux Naskapi. Les Inuits étaient comme pas désignés par cet acte-là. Pourquoi? Entre autres parce que leur territoire était tellement dans le Nord qu'il n'y avait pas de visée de colonisation. Ceci dit, les Inuits ont une histoire, puis là, Debbie m'en a parlé hier qu'elle voulait que j'en parle rapidement, là, quand même, a eu son histoire d'événements de colonisation assez difficiles et douloureux aussi. Les écoles résidentielles étaient pas obligatoires, mais fortement recommandées à partir des années 50. Et puis, il y a eu l'événement des relocalisations, des délocalisations, dont je vais vous parler maintenant qu'ont subi les Inuits. C'est ça. Là, je vous montre le territoire. Là, effectivement, c'était des territoires occupés qui n'étaient pas vraiment d'intérêt pour les colons au départ. Donc, on n'a pas pensé les considérer dans la loi sur les Indiens. Alors, l'histoire des relocalisations. Pour ceux qui vont travailler dans le nord du Québec et dans le nord de Baffin, c'est important de connaître cette histoire-là. C'est que dans les années 50, on ne sait pas exactement les raisons, mais les raisons officieuses et officielles sont que c'était l'époque de la guerre froide. Il y avait une présence quand même accrue des Américains dans les eaux canadiennes de l'Arctique pour pouvoir assurer comme une observation des Russes qui n'étaient pas si loin que ça. Donc, plus d'Américains. Donc, le gouvernement canadien commençait à avoir peur que s'il n'y avait pas de citoyens canadiens sur son territoire, qu'il risquait de perdre des droits, que les États-Unis revendiquent des droits sur ce territoire-là. Donc, quelle est la meilleure manière d'assurer sa souveraineté sur son territoire? C'est d'envoyer des citoyens canadiens. Ça, c'est donc, il y a eu un groupe de gouvernementaux à Ottawa qui excluait les Inuits, qui n'ont pas été concernés, qui ont décidé que c'était peut-être une bonne idée de relocaliser les Inuits d'Inukjuak vers les terres du Haut-Arctique. Une des autres raisons qui est évoquée, ce serait que les gens d'Inukjuak étaient trop nombreux, que là, éventuellement, le piégeage allait être moins important, puis allaient souffrir, puis être capables de subsister sur leur territoire. Donc, dans les années 1952, là, il y a des gens de la GRC qui sont allés à Inukjuak qui ont commencé à encourager les gens à leur proposer cette idée de les relocaliser dans un endroit qui leur vendait comme étant comme une abondance de gibier. Et puis, il y a même des oui-dire qu'il y a des gens qui ont proposé ça aux familles d'Inukjuak. Ils disaient, mais l'autre famille à côté a déjà dit oui. Ça, c'était des mensonges, mais il y a une partie de la famille qui a déjà dit oui qu'elle allait être relocalisée. Donc, on vous encouragera à les suivre pour ne pas vous séparer. Donc, bref, en 1953, il y a des gens qui ont été mis sur le bateau City Owl, des gens de Inukjuak, dans le nord du Québec, qui ont été déplacés à Craig Harbour, dans le numéro 3, qui était un poste de la Gendarmerie royale du Canada. Puis à l'époque, on avait dit à ces familles-là, « Ah, si vous voulez revenir après 2 ans, on va vous ramener, il va y avoir abondance de gibier. » Puis il a aussi envoyé 3 familles de Mitimatalik, de Panenles, et peut-être plusieurs personnes ont été travaillées là, pour les aider à s'adapter au Arctique. Évidemment, les promesses faites ont été empreintes de beaucoup de mensonges après 2 ans. En fait, le premier hiver, ça a été très difficile pour les gens de construire des igloos. Alors, les gens, il y en a qui sont presque tous morts, ils ne sont pas morts, ils ont survécu, mais ils ont été très difficiles, ils ont vécu dans des petites tentes de toile, incapables de se nourrir, ils ont vite découvert que finalement, le territoire n'avait vraiment pas de gibier, c'était vraiment difficile de vivre dans le Haut-Arctique, ce n'était pas l'abondance promise. Et puis, éventuellement, après des ans, les gens ont voulu revenir, mais le gouvernement leur a dit que s'ils voulaient revenir, c'était à leurs frais. Mais évidemment, quand on est un Inuit qui travaille sur le territoire, c'est pas possible de payer notre retour sur le bateau qui coûte super cher. Donc, les familles n'ont pas été capables de revenir. Puis ça a été reproduit en 1955 avec 4 autres familles d'Inukjuak. On leur a dit, non, sont bien, eux autres, là, à Craig Harbour, à Resolute Bay. Donc, ils ont convaincu d'autres familles d'y aller. Et puis ça, c'est un historique auquel j'ai fait face, ayant fait ma maîtrise à Panenlet et ayant croisé des familles de Panenlet qui étaient allées aider ces personnes-là dans les années 50, ça fait pas si longtemps que ça. Ça marque quand même la relation qu'on peut avoir avec les gens quand il y a des familles qui sont encore en train de colère par rapport à ce qui s'est passé à cette époque-là. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le film là, sur l'Office national du film du Canada qui s'appelle Broken Promises.
Puis j'ai trouvé cette photo-là en préparant la présentation, qui est comme une des familles de Pandénote. Puis il y a une femme là-dessus avec le bébé dans la Mauti, avec qui j'ai travaillé, Laetitia Kiak, là, qui était une des familles qui a aidé les gens des Nujawak à s'adapter. Donc, ça peut arriver de croiser ces gens-là encore. Et puis, les Inuits aussi ont subi une autre situation difficile qui peut revenir dans les discussions quand on travaille dans le Nord, auquel il faut être courant, qui est toute la question du massacre des chiens de traîneau. C'est une histoire controversée. Il y a différentes versions. La Gendarmerie royale ne serait pas d'accord avec les dires des Inuits, mais en fait, entre les années 40 et 70, il y aurait eu entre 10 000 et 20 000 chiens de traîneau qui auraient été abattus par des membres de la Gendarmerie royale du Canada. Pourquoi? Parce que officiellement, c'était des chiens qui avaient de la rage, qui se déplaçaient, qui pouvaient être dangereux, c'est ça. Donc, ils voulaient avoir un certain contrôle de ces chiens de traîneau-là, qui des fois étaient un peu sauvages. Mais de la part des Inuits, c'était vraiment vu comme un effort d'assimilation, puis un effort pour sédentariser les gens, parce que sans chien, après, c'était vraiment difficile d'aller chasser, de se déplacer sur le territoire. On n'avait pas d'argent pour s'acheter un skidoo. Donc, la perception de ce qui s'est passé, c'est encore contesté, c'est encore difficile. Il y a des excuses qui ont été présentées par le gouvernement en 2019, mais c'est encore présent dans l'histoire des gens, toute cette époque-là où les chiens inuits ont été abattus. Donc, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Alors, heureusement, on évolue comme humain. On espère qu'on continue d'évoluer. Puis, on est arrivé dans les années 50 et 80, il y a eu des réformes à la loi sur les Indiens, qu'on espère dans le meilleur sens. 1951, le ban sur l'interdiction des cérémonies religieuses a été enlevé. 1985, la loi C-31 qui repermettait aux femmes qui avaient perdu leur statut que si elles mariaient un blanc, elles pouvaient garder leur statut, jusqu'à 85. Le droit de voter en 1960. Et puis est arrivé, moi, j'appelle l'époque actuelle d'empowerment. Hein, la voie politique autochtone s'est consolidée. Hein. Inuit Tapiri de Kanatami a été formée en 70, 82, l'Assemblée des Premières Nations, les Métis, une voie politique de plus en plus importante. Puis quand on a rapatrié la Constitution en 82, bien, finalement, on a reconnu dans la Constitution que les droits autochtones étaient reconnus et affirmés. Donc, dans notre Constitution canadienne, ces droits autochtones-là sur le territoire sont reconnus et affirmés. Et ces droits-là incluent les droits des Indiens, Premières Nations, Inuits et Métis. Je dis Indiens parce que c'était ce qui était dans la loi. Ceci dit, les droits sont reconnus et affirmés, mais n'ont pas été définis. C'est quoi un droit autochtone sur le territoire? Alors, c'est pour ça que depuis le rapatriement de la Constitution, on fait face à énormément de cas en cours, de tout part, tout côté, où les Autochtones et chaque nation essaient de définir ces droits-là. Vous me dites dans la Constitution que j'ai un droit, mais est-ce que c'est un droit exclusif de pêche? Est-ce que c'est le droit exclusif du territoire? Donc, énormément on en entend parler à chaque année de cas en cours de définition du droit autochtone. Mais ultimement, là, aussi, un mouvement vers l'aspiration, des différentes aspirations et les trois selves que j'appelle, là, les aspirations actuelles des peuples autochtones, c'est vraiment avoir plus de pouvoir sur la détermination. C'est encore la loi sur des Indiens qui détermine qui est autochtone ou pas. Est-ce qu'on peut regagner comme le droit de s'autodéterminer, de dire qui fait partie de notre nation ou pas sans passer par un fonctionnaire à Ottawa? Self-reliance. On a vu, la loi sur les Indiens rendait la vie sur les réserves extrêmement difficile. Tout développement économique presque nul. Tu n'as pas le droit d'emprunter à la banque, tu n'es pas solvable. Donc, le développement d'être un peu plus partie de l'économie et d'être autosuffisant et de se gouverner aussi. Le conseil de banque, toutes les gouvernances qui ont été mises en place par la loi sur les Indiens ne sont pas traditionnelles. On aimerait ça redécouvrir une capacité de nous autogouverner. Et ça se concrétise dans des traités modernes, ces aspirations-là. Le Nunavut Land Claim Agreement, c'est un traité moderne, la création du Nunavut, qui donne certains droits sur certains territoires, qui a créé un gouvernement où il y a une majorité d'Autochtones qui siègent. Hein. Un autre des traités modernes, la Convention de la baie James, qui nous concerne, et énormément de mouvements citoyens. Idle No More, des mouvements pour la revendication des droits des femmes. Donc, moi, je trouve qu'on est vraiment dans une phase d'empowerment, mais malgré ça, malheureusement, on a énormément de mythes qui persistent et des mythes qu'il faut commencer à vraiment confronter. Puis là, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais finir là-dessus, en fait, et vous outiller. Tu sais, je vois que les mythes qu'on a mentionnés, paye pas de taxes,
problèmes d'alcoolisme, dépression, pauvreté, ne veulent pas s'aider, ne veulent rien faire. Bien, vous avez vraiment misé. C'est vraiment des mythes qui persistent. Mais quand on comprend que quand on a passé 100 ans sous tutelle, qu'on a été considérés comme des enfants pendant 100 ans, il y a un leg de non-développement économique, donc une leg de pauvreté dont il est très difficile d'émerger. C'est comme plusieurs générations de personnes qui ont été mises dans un état d'enfantillage qu'on a paternalisé, auquel on a enlevé beaucoup de droits. Donc, c'est pas si facile que ça d'émerger. Donc, les mythes ne sont pas nécessairement des mythes, puis je pense qu'il faut, comme je vais vous donner quelques réponses à ces mythes-là, comme ça, la prochaine fois que vous en entendrez parler, vous pourrez dire à la personne, bien vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que tu penses, puis avoir peut-être les bonnes idées. Donc, je vais terminer là-dessus, là. Indigenous people don't pay taxes. Bon, ils ne payent pas de taxes. Bien, effectivement, mais seulement s'il y a certaines personnes qui ne payent pas de taxes, s'ils habitent sur une réserve, s'ils sont considérés comme ayant un statut selon la loi, puis si leur travail a été créé sur la réserve. Mais comme il y a très, très peu, déjà, il y a 60% des Premières Nations qui vivent en dehors des réserves, donc ces 60%-là payent des taxes. Puis les gens qui ont vraiment un travail qui est produit sur la réserve est très, très rare, puisqu'il n'y a pas de développement économique presque sur les réserves. Donc, puis en échange, peut-être qu'ils ne payent pas de taxes, mais ils n'ont pas le droit d'avoir comme des prêts à la banque. Très difficile d'avoir une propriété parce que c'est des terres de la couronne. Très difficile d'emprunter des fonds. Donc, il y a quand même un compromis à ne pas payer de taxes qui est très, très lourd. Elle ne paye pas d'électricité. C'est un mythe. Tout le monde paye son bill comme tout le monde. Ils ont déjà tellement de territoires et de ressources. Pourquoi ils en veulent plus? En fait, les territoires de réserve, là, je ne parle pas des Inuits, ça, c'est quand même des territoires qui sont vastes, mais les territoires de réserve, là, c'est 0,2% du territoire canadien. Là. Alors, je ne peux pas considérer que c'est énorme. Ils reçoivent des chèques du gouvernement. Ça date de certains traités numérotés qui ont été signés dans les années 1800, début 1900, où il y avait une entente du gouvernement, OK, on va vous donner un peu d'argent par année. Fait effectivement, il y a des Autochtones qui reçoivent des chèques du gouvernement, selon en Ontario, mais le montant n'a jamais été réévalué. Donc, on estime que c'est à peu près 4 $ par année, là, le montant de ces chèques-là. Fait qu'il n'y a pas de quoi comme ils sont emballés. C'est ça. Ils ne veulent pas s'adapter, ils ne veulent pas s'aider, ils ne veulent rien faire. Puis, malheureusement, ça, c'est peut-être ce qui me choque le plus comme les mythes, parce que même une sénatrice conservatrice récemment a dit ça, il y a 2 ans, là, Why don't they get over it? Pourquoi ils ne passent pas par-dessus? Là? Les jeunes de nos jours ne sont pas allés dans ces écoles-là. Là. Pourquoi ils ne passent pas par-dessus? Pourquoi ils ne s'adaptent pas? Mais c'est ça. Je pense qu'on ne demande pas à des survivants de l'Holocauste de get over it. On ne demande pas à des gens qui ont un syndrome post-traumatique de just get over it. C'est des traumatismes qui sont en place, qui ont instauré malheureusement certaines problématiques sociales. Alors, des enfants qui sont éduqués dans une problématique de pauvreté et avec certains problèmes sociaux, c'est pas si facile que ça de défaire tout ça, mais moi, j'ai espoir. Alors, on parle vraiment de traumatisme intergénérationnel. Sont against development, je pense pas, mais on a reconnu dans la Constitution leurs droits. Les Wet'suwet'en, les chefs héréditaires, leurs droits sont reconnus. Est-ce qu'on peut nous consulter avant d'ouvrir un pipeline sur notre territoire, s'il vous plaît? Et les peuples autochtones ont plus de problèmes avec les addictions. À démystifier, c'est-à-dire qu'on a souvent entendu « Ah, ils ne tolèrent pas l'alcool, sont plus prônes à devenir… » Biologiquement parlant, ils ne sont pas plus prônes à devenir des alcooliques. Mais effectivement, il y a un leg de traumatisme qui fait qu'il y a une proportion de ces personnes-là qui vont développer des problèmes de dépendance. Pas parce qu'ils sont autochtones, parce qu'à cause du leg de traumatisme. On serait un Européen qui aurait le même leg de traumatisme, on aurait autant de chances de développer des problématiques. Alors, ce que je vous encourage à faire, on va faire une période de questions, mais j'espère qu'en repensant au mythe, vous allez avoir un peu d'outils d'explication sur pourquoi les relations ne sont pas toujours faciles, pourquoi il y a des frustrations, pourquoi il y a de la colère des fois, puis il faut connaître ces historiques-là quand on arrive dans une communauté. Donc, je vous invite comme jeune chercheur ou comme étudiant à faire une recherche sur vous, ce que vous connaissez pas. Quand vous allez dans une communauté, faites une bonne recherche. C'est quoi qui est arrivé? C'était quoi qui était difficile? C'était quoi le background culturel de ces gens-là? Les épreuves, si on voit Inukjuak, OK, il y a quand même comme 10 familles qui ont été relocalisées. Connaître cette histoire-là, c'est déjà le premier pas vers comprendre, parce qu'après, ça nous permet de reconnaître le passé, de reconnaître la douleur, puis de trouver un pas vers l'avant. Je pense qu'il faut reconnaître le passé, puis ça va arriver dans votre parcours, peut-être que quelqu'un va se lever puis va commencer à parler des pensionnats dans un meeting que vous avez sur le Caribou. Bien,
Hey, merci, ça me permet de mieux comprendre ce que tu as vécu. Je vois que c'est difficile. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Alors, je vous laisse sur ces photos de mes enfants qui me donnent beaucoup d'espoir parce que je trouve qu'eux autres sont réconciliés avec leurs amis du Nord. En fait, ils n'ont pas les mêmes appréhensions et préjugés que nous, on peut avoir eu comme adultes. Alors, merci. C'était plus vite que j'aurais voulu, mais j'espère que vous avez des questions ou on peut ouvrir les micros maintenant. Peut-être que je vous vois un peu la binette ouvrir vos caméras. C'est pour ceux qui veulent échanger. Merci. C'est Marie-Josée qui va poser la première question. Oui, allô. Merci beaucoup, Catherine. C'est super intéressant. Je me demandais, quand tu as parlé des systèmes de gouvernance, tu as dit qu'en fait, c'est la loi sur les Indiens qui avait imposé le système de conseil de bande. Fait que je me demandais si tu pouvais nous dire un peu des exemples de systèmes de gouvernance traditionnels dans certains peuples autochtones. Qu'est-ce que ça avait l'air? Puis c'était quoi? En quoi c'était différent d'un conseil de bande? Bien, on a beaucoup entendu parler au mois de février, mettons, des Wet'suwet'en. C'est-à-dire que les Wet'suwet'en, justement, ils ont un conseil de bande imposé par la loi sur les Indiens, là, qui a été créé, mais en fait, leur territoire était divisé en chefs héréditaires traditionnellement. Donc, un chef était responsable d'une maison qui regroupait plusieurs familles. C'est ce chef héréditaire-là qui comme limitait l'accès aux ressources, comment on allait pêcher, qui organisait les chasses, qui organisait la pêche au chaudron. Donc, le territoire était divisé en chefs héréditaires. Alors, jusqu'à ce jour, il y a une partie des Wet'suwet'en qui ne reconnaît pas les conseils de bande. On dit non, c'est un conseil qui nous est imposé par la loi sur les Indiens. On n'a jamais voté, nous autres, quelqu'un fait des élections. Donc, ils se réfèrent à leur chef héréditaire pour leurs décisions sur leur territoire. Puis, plus proche de nous, à Restigouche, les Mi'kmaq, là-bas, il y a la moitié de la réserve qui est d'allégeance au conseil de bande, qui va participer au vote, mais il y a une grosse partie, à peu près la moitié, qui se considère comme... qui ne considère pas vraiment le conseil de bande, là, qui se... Voyons comment, je n'ai pas le terme en français, là, mais qui relève du chef héréditaire. Il y a un chef héréditaire à Restigouche qui était élu. Là, je ne connais pas les détails des comment qui décidait qui était grand chef, là. Alors, les gens ne reconnaissent pas le conseil de bande. Ils disent non, moi, mais les décisions, je veux qu'elles soient prises par le chef héréditaire. Les Inuits, c'est un peu pareil, la manière de fonctionner? Bien, les Inuits, c'était tellement un peuple peu nombreux. Tu sais, les grandes organisations sociales, on les voit beaucoup dans l'Ouest. Il y avait du monde dans l'Ouest. Tu sais, des peuples, c'était très peuplé. Bien, les Inuits, c'est les chefs de famille, là. Fait que c'est des familles dispersées sur le territoire, des fois 2, 3 familles. Fait que les décisions étaient prises au sein de la famille, là. Fait qu'il n'y avait pas comme un système de gouvernance, mais je me rappelle avoir parlé à des aînés, là, à Panenlet, Gamaili Kilukisa, qui a été très impliqué dans le Nunavut Land Claim Agreement. Puis lui essayait de réinstaurer au sein du Nunavut un système de gouvernance plus traditionnel. Là, je ne sais pas comment ces réflexions-là se sont réintégrées parce qu'il reste que c'est assez européen la manière de fonctionner là-bas, là, les élections, tout ça. Mais lui, il voulait qu'il y ait une réflexion sur une manière traditionnelle de gouverner. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, Josée, je n'avais pas vu que tu étais là. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Tout le monde dit fantastique, très apprécié. Donc, félicitations, Catherine. Merci. C'était très abrégé, là, 400 ans d'histoire en 45 minutes. Mais en fait, c'est juste pour semer des graines. Vous avez peut-être du temps, peut-être pas. Mais si vous avez du temps, je vous ai mis les ressources dans le Google Doc. Allez-y, il y a plein de fantastiques ressources sur Internet, là. Where are the children? Un super beau site sur les pensionnats autochtones, des photos, des récits. Renseignez-vous. Puis là, après, ben, vous allez être mieux outillés, je pense, quand vous allez aller dans le Nord.